Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je vais vous lire la suite du Petit Chose d'Alphonse Daudet. Alors, il faut savoir que cette première œuvre d'Alphonse Daudet, puisqu'il s'agit en effet de son premier roman qu'il a écrit en 1868, puise vraiment largement sa matière dans la biographie même de l'écrivain, dans son histoire même. Et oui, en effet, le Petit Chose, c'est le personnage de Daniel et Seth, et c'est bien lui, c'est bien Alphonse Daudet derrière ce personnage de Daniel et Seth. En effet, il fut lui aussi un enfant du Midi qui a été exilé dans la brume lyonnaise après la faillite paternelle. Alors le Petit Chose, c'est un professeur qui va l'appeler avec dédain par ce surnom, et ce surnom va lui rester. Le Petit Chose, c'est lui encore ce pion dans ce collège qui va être terrorisé par ses élèves tellement il est petit et chétif. Et d'ailleurs, Alphonse Daudet, lui aussi, était pion. Et par la suite, le Petit Chose, c'est aussi ce jeune homme pauvre qui va être vraiment partagé entre ses rêves de gloire, entre ses tentations féminines, à battre le pavé. Il y a vraiment aussi dans ce roman, par les personnages de Monsieur Viau ou par le tendre frère aîné qu'il surnomme presque Mère Jacques, il y a vraiment des personnages qui sont proches en fait de la réalité dans la vie d'Alphonse Daudet. Alors c'est vrai que ce roman se rapproche un peu du naturalisme, à des peintures un peu du collège ou de cette époque, de cet environnement, à la bohème un peu littéraire d'Alphonse Daudet. Il y a quand même une touche d'humour aussi dans ce roman. Il est vraiment à la fois drôle et touchant, même s'il peut par certains aspects être dur. Il y a vraiment des moments pleins d'espoir et des moments d'humour. Alors c'est vraiment un roman au final d'une enfance humiliée, d'une parcelle de vie un peu difficile, qui porte un peu une vision sociale sombre, une morale ambiguë. Et le Petit Chose demeure au final vraiment un classique par tout cela. C'est le premier roman d'Alphonse Daudet et je vous propose donc qu'on lise la suite de ce roman. Alors on en est au moment où donc le Petit Chose vient juste d'arriver dans le collège où il va devenir pion. Et là, il va commencer la lecture des règles en fait, de ce nouveau collège. C'est sa première nuit qu'il passe là-bas. Ce règlement, recopié avec amour de la propre main de M. Viau, son auteur, était un véritable traité, divisé méthodiquement en 3 parties. Premier, devoir du maître d'études envers ses supérieurs. Deuxièmement, devoir du maître d'études envers ses collègues. Troisièmement, devoir du maître d'études envers les élèves. Tous les cas y étaient prévus, depuis le carreau brisé jusqu'aux 2 mains qui se lèvent en même temps à l'étude. Tous les détails de la vie des maîtres y étaient consignés, depuis le chiffre de leur appointement jusqu'à la demi-bouteille de vin à laquelle ils avaient droit à chaque repas. Le règlement se terminait par une belle pièce d'éloquence, un discours sur l'utilité du règlement lui-même. Mais malgré son respect pour l'œuvre de M. Viau, le Petit Chose n'eut pas la force d'aller jusqu'au bout et, juste au plus beau passage du discours, il s'endormit. Cette nuit-là, je dormis mal. 1000 rêves fantastiques troublèrent mon sommeil. Tantôt, c'étaient les terribles clés de M. Viau que je croyais entendre, frank, 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 ou bien la fée aux lunettes qui venait s'asseoir à mon chevet et me réveillait en sursaut. D'autres fois aussi, les yeux noirs, comme ils étaient noirs, s'installaient au pied de mon lit, me regardant avec une étrange obstination. Le lendemain à 8 heures, j'arrivais au collège. Monsieur Viau, debout sur la porte, son trousseau de clés à la main, surveillait l'entrée des externes. Il m'accueillit avec son plus doux sourire. « Attendez sous le porche, me dit-il. Quand les élèves seront rentrés, je vous présenterai à vos collègues. » J'attendis sous le porche, me promenant de long en large, saluant jusqu'à terre messieurs et messieurs les professeurs qui accouraient essoufflés. Un seul de ces messieurs me rendit mon salut. C'était un prêtre. Le professeur de philosophie, un original, me dit Monsieur Viau. Je l'aimais tout de suite, cet original-là. La cloche sonna, les classes se remplirent. 4 ou 5 grands garçons de 25 à 30 ans, mal vêtus, figures communes, arrivèrent en gambadant et s'arrêtèrent interdits à l'aspect de Monsieur Viau. « Messieurs, leur dit le surveillant général, en me désignant, voici messieurs Daniel et Seth, votre nouveau collègue. Ayant, dit-il,
Il fit une longue révérence et se retira, toujours aussi souriant, toujours la tête sur les épaules et toujours agitant ses horribles clés. Mes collègues et moi, nous nous rendâmes un moment en silence. Nous nous regardâmes un moment en silence. Le plus grand et le plus gros d'entre eux eut pris le premier la parole. C'était Monsieur Serrière, le fameux Serrière que j'allais remplacer. « Parbleu !» s'écria-t-il d'un ton joyeux, « c'est bien le cas de dire que les maîtres se suivent mais ne se ressemblent pas. » Ceci était une allusion à la prodigieuse différence de taille qui existait entre nous. On en rit beaucoup, moi le premier, car je vous assure qu'à ce moment-là, le petit chose aurait volontiers vendu son âme au diable pour avoir seulement quelques pouces de plus. « Ça ne fait rien », ajouta le gros Serrière en me tendant la main. « Quoiqu'on ne soit pas bâti pour passer sous la même toise, on peut tout de même vider quelques flacons ensemble. Venez avec nous, collègues. Je peins un punch d'adieu au café Barbette. Je veux que vous en soyez, on fera connaissance en trinquant. » Sans me laisser le temps de répondre, il prit mon bras sous le sien et m'entraîna dehors. Le café Barbette où mes nouveaux collègues me menèrent était situé sur la place d'Armes. Les sous-officiers de la garnison le fréquentaient, et ce qui frappait en y entrant, c'était la quantité de chacos et de ceinturons pendus au pater. Ce jour-là, le départ de Serrière et son punch d'adieu avaient attiré le banc. À l'arrière-ban des habitués, les sous-officiers auxquels Serrière me présenta en arrivant m'accueillirent avec beaucoup de cordialité. À vrai dire, pourtant, l'arrivée de Petit Chose ne fit pas grande sensation et je fus bien vite oublié dans le coin de la salle où je m'étais réfugié timidement. Pendant que les verres se remplissaient, le gros Serrière vint s'asseoir à côté de moi. Il avait quitté sa redingote et tenait aux dents une longue pipe de terre sur laquelle son nom était en lettres de porcelaine. Tous les maîtres d'études avaient, au café Barbette, une pipe comme cela. « Eh bien, collègue, me dit le gros Serrière, vous voyez qu'il y a encore de bons moments dans le métier. En somme, vous êtes bien tombé en venant à Sarlande pour votre début. D'abord, l'absinthe du café Barbette est excellente. Et puis là-bas, à la boîte, vous ne serez pas trop mal. » La boîte, c'était le collège. « Vous allez avoir l'étude des petits, des gamins qu'on mène à la baguette. Il faut voir comme je les ai dressés. Le principal n'est pas méchant. Les collègues sont de bons garçons. Il n'y a que la vieille et le père Viot. »« Quelle vieille ?» demandai-je en tressaillant. « Oh, vous la connaîtrez bientôt. À toute heure du jour et de la nuit, on la rencontre rôdant par le collège avec l'énorme paire de lunettes. C'est une tante du principal, et elle remplit ici les fonctions d'économe. Ah, la coquine, si nous ne mourrons pas de faim, ce n'est pas de sa faute. Si nous ne mourons pas de faim, ce n'est pas de sa faute. » Au signalement que me donnait Serrière, j'avais reconnu la fée aux lunettes et malgré moi, je me sentais rougir. 10 fois, je fus sur le point d'interrompre mon collègue et de lui demander « Et les yeux noirs ?» Mais je n'osais pas parler. Parler des yeux noirs au café Barbette. En attendant, le punch circulait, les verres vides s'emplissaient, les verres remplis se vidaient. C'était des toasts, oh, des hauts, des A, des hauts, des A, des queues de billard en l'air, de bousculades, des gros rires, des calembours, des confidences. Peu à peu, le petit chose se sentit moins timide. Il avait quitté son encoignure et se promenait par le café, parlant haut, le verre à la main. À cette heure, les sous-officiers étaient ses amis. Il raconta effrontément à l'un d'eux qu'il appartenait à une famille très riche et qu'à la suite de quelques folies de jeune homme, on l'avait chassé de la maison paternelle. Et il s'était fait maître d'études pour vivre, mais il ne pensait pas rester au collège longtemps. Vous comprenez, avec une famille tellement riche. Ah, si ceux de Lyon avaient pu l'entendre à ce moment-là. C'est que de nous, pourtant. Quand on sut au café Barbette que j'étais un fils de famille en rupture de ban, un polisson, un mauvais drôle, un non-point, comme on aurait pu le croire, un pauvre garçon condamné par la misère à la pédagogie, tout le monde me regarda d'un meilleur œil. Les plus anciens sous-officiers ne dédaignèrent pas de m'adresser la parole. On alla même plus loin. Au moment de partir, Roger, le maître d'armes, mon ami de la veille, se leva et porta un toast à Daniel Essette. Vous pensez si le petit chose fut fier? Le toast à Daniel Essette donna le signal du départ. Il était 10h moins le quart, c'est-à-dire l'heure de retourner au collège. L'homme aux clés nous attendait sur la porte. « Monsieur Serrière, dit-il à mon gros collègue que le punch d'adieu faisait trébucher, vous allez pour la dernière fois conduire vos élèves à l'étude.
Dès qu'ils seront entrés, monsieur le principal et moi, nous viendrons installer le nouveau maître. » En effet, quelques minutes après, le principal, monsieur Viot, et le nouveau maître faisaient leur entrée solennellement à l'étude. Tout le monde se leva. Le principal me présenta aux élèves en un discours un peu long, mais plein de dignité. Puis il se retira, suivi du gros serrière que le ponge d'adieu tourmentait de plus en plus. Monsieur Viot resta le dernier. Il ne prononça pas de discours, mais ses clés, parlèrent pour lui d'une façon si terrible, si menaçante, que toutes les têtes se cachèrent sous les couvercles des pupitres, et que le nouveau maître lui-même n'était pas rassuré. Aussitôt que les terribles clés furent dehors, un tas de figures malicieuses sortirent de derrière les pupitres. Toutes les barbes de plumes se portèrent aux lèvres, tous ces petits yeux brillants, moqueurs, effarés se fixèrent sur moi, tandis qu'un long chuchotement courait de table en table. Un peu troublé, je gravis lentement les degrés de ma chair. J'essayais de promener un regard féroce autour de moi, puis, enflant ma voix, je criais entre deux grands coups secs frappés sur la table « Travaillons, messieurs, travaillons !» C'est ainsi que le petit chose commença sa première étude. Chapitre 6. Les petits. Cela n'était pas méchant, c'étaient les autres. Ceux-là ne me firent jamais de mal, et moi je les aimais bien parce qu'ils ne sentaient pas encore le collège et qu'on lisait toute leur âme dans leurs yeux. Je ne les punissais jamais, à quoi bon? Est-ce qu'on punit les oiseaux? Quand ils piaillent trop haut, je n'avais qu'à crier « Silence !» Aussitôt ma volière se taisait, au moins pour 5 minutes. Le plus âgé de l'étude avait 11 ans. 11 ans, je vous demande. Et le gros serrière qui se vantait de les mener à la baguette. Moi, je ne les menais pas à la baguette, j'essayais d'être toujours bon, voilà tout. Quelquefois, quand ils avaient été bien sages, je leur racontais une histoire. Une histoire, quel bonheur! Vite, vite, on pliait les cahiers, on fermait les livres, on criait, règles, porte-plume, on jetait tout pêle-mêle au fond des pupitres. Puis, les bras croisés sur la table, on ouvrait de grands yeux et on écoutait. J'avais composé à leur intention 5 ou 6 petits contes fantastiques. Les débuts d'une cigale, les infortunes de Jean Lapin, etc. Alors, comme aujourd'hui, le bonhomme, La Fontaine était mon saint de prédilection dans le calendrier littéraire, et mes romans ne faisaient que commenter ses fables. Seulement, j'y mêlais de ma propre histoire. Il y avait toujours un pauvre grillon obligé de gagner sa vie comme le petit chose, des bêtes à bon Dieu qui cartonnaient en sanglotant, comme mes 7 Jacques. Cela m'amusait beaucoup, mes petits. Cela amusait beaucoup mes petits. Et moi aussi, cela m'amusait beaucoup. Malheureusement, Monsieur Viot n'entendait pas qu'on s'amusât de la sorte. 3 ou 4 fois par semaine, le terrible homme aux clés faisait une tournée d'inspection dans le collège pour voir si tout s'y passait selon le règlement. Or, un de ces jours-là, il arriva dans notre étude juste au moment le plus pathétique de l'histoire de Jean Lapin. En voyant entrer Monsieur Viot, toute l'étude tressauta. Les petits, effarés, se regardèrent, le narrateur s'arrêta court, Jean Lapin, interdit, resta une patte en l'air, en dressant de frayeur ses grandes oreilles. Debout devant ma chaire, le souriant Monsieur Viot promenait un long regard d'étonnement sur les pupitres dégarnis. Il ne parlait pas, mais ses clés s'agitaient d'un air féroce. « Fring, 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 tas de drôles, on ne travaille donc plus ici !» J'essayais, tout tremblant, d'apaiser les terribles clés. « Ces messieurs ont beaucoup travaillé ces jours-ci, balbutiai-je. Je voulus les récompenser en leur racontant une petite histoire. » Monsieur Viot ne répondit pas. Il s'inclina en souriant, fit gronder ses clés une dernière fois et sortit. Le soir, à la récréation de 4 heures, il vint vers moi et me remit toujours souriant, toujours muet, le cahier du règlement ouvert à la page 12. Devoir du maître envers les élèves. Je compris qu'il ne fallait plus raconter d'histoire et je n'en racontais plus. Pendant quelques jours, mes petits furent inconsolables. Jean Lapin leur manquait et cela me crevait le cœur de ne pouvoir leur rendre. Je les aimais tant, si vous saviez, ces gamins-là. Jamais nous ne nous quittions. Le collège était divisé en 3 quartiers très distincts, les grands, les moyens, les petits. Chaque quartier avait sa cour, son dortoir, son étude. Mes petits étaient donc à moi, bien à moi.
Il me semblait que j'avais 35 enfants. À part cela, pas un ami. Monsieur Viau avait beau me sourire, me prendre par le bras aux récréations, me donner des conseils au sujet du règlement. Je ne l'aimais pas. Je ne pouvais pas l'aimer. Ses clés me faisaient trop peur. Le principal, je ne le voyais jamais. Les professeurs méprisaient le petit chose et le regardaient du haut de leur toque. Quant à mes collègues, la sympathie que l'homme aux clés paraissait me témoigner me les avait aliénés. D'ailleurs, depuis ma présentation aux sous-officiers, je n'étais plus retournée au café Barbette, et ces braves gens ne me le pardonnaient pas. Il n'y avait pas jusqu'au portier Cassagne et au maître d'armes Roger qui ne fussent pas contre moi. Le maître d'armes, surtout, semblait m'en vouloir terriblement. Quand je passais à côté de lui, il frisait sa moustache d'un air féroce et roulait de gros yeux comme s'il eût voulu sabrer un sang d'arabe. Une fois, il me dit très haut à Cassagne en me regardant qu'il n'aimait pas les espions. Cassagne ne répondit pas, et je vis bien à son air qu'il ne les aimait pas non plus. De quel espion s'agissait-il ? Cela me fit beaucoup penser. Devant cette antipathie universelle, j'avais pris bravement mon parti. Le maître des moyens partageait avec moi une petite chambre, au 3e étage, sous les combles. C'est là que je me réfugiais pendant les heures de classe. Comme mon collègue passait tout son temps au café Barbette, la chambre m'appartenait. C'était ma chambre, mon chez-moi. À peine rentrée, je m'enfermais à double tour, je traînais ma malle. Il n'y avait pas de chaise dans ma chambre. Devant un vieux bureau criblé de taches d'encre et d'inscriptions au canif, j'étalais dessus tous mes livres et à l'ouvrage. Alors, on était au printemps. Quand je levais la tête, je voyais le ciel tout bleu et les grands arbres de la cour déjà couverts de feuilles. Au dehors, pas de bruit. De temps en temps, la voix monotone d'un élève récitant sa leçon, une exclamation de professeur en colère, une querelle sous le feuillage entre moineaux, puis tout rentrait dans le silence. Le collège avait l'air de dormir. Le petit chose, lui, ne dormait pas. Il ne rêvait pas même, ce qui est une adorable façon de dormir. Il travaillait sans relâche, se bourrant de grec et de latin à se faire sauter la cervelle. Quelquefois, au plein cœur de son aride besogne, un doigt mystérieux frappait à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, la Muse, ton ancienne amie, la femme du cahier rouge. Ouvre-moi vite, petit chose. » Mais le petit chose se gardait d'ouvrir. Il s'agissait bien de la Muse, ma foi. Au diable le carré rouge. L'important pour le quart d'heure était de faire beaucoup de thèmes grecs, de passer licencié, d'être nommé professeur et de reconstruire au plus vite un beau foyer tout neuf pour la famille Essette. Cette pensée que je travaillais pour la famille me donnait un grand courage et me rendait la vie plus douce. Ma chambre elle-même en était embellie. Ô mansarde, chère mansarde, quelles belles heures j'ai passées entre tes 4 murs. Comme j'y travaillais bien, comme je m'y sentais brave. Si j'avais quelques bonnes heures, j'en avais de mauvaises aussi. 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi, il fallait mener les enfants en promenade. Cette promenade était un supplice pour moi. D'habitude, nous allions à la prairie, une grande pelouse qui s'étend comme un tapis au pied de la montagne, à une demi-lieue de la ville. Quelques gros châtaigniers, 3 ou 4 guinguettes peintes en jaune, une source vive courant dans le vert faisaient l'endroit charmant et gai pour l'œil. Les 3 études s'y rendaient séparément. Une fois là, on les réunissait sous la surveillance d'un seul maître qui était toujours moi. Mes 2 collègues allaient se faire régaler par des grands dans les guinguettes voisines, et comme on ne m'invitait jamais, je restais pour garder les élèves. Un dur métier dans ce bel endroit. Il aurait fait si bon s'étendre sur cette herbe verte, dans l'ombre des châtaigniers, et se griser de serpolets en écoutant chanter la petite source. Au lieu de ça, il se fallait surveiller, crier, punir. J'avais tout le collège sur les bras, c'était terrible. Mais le plus terrible encore, ce n'était pas de surveiller les élèves à la prairie. C'était de traverser la ville avec ma division, la division des petits. Les autres divisions emboîtaient le pas à merveille et sonnaient des talons comme de vieux grognards. Cela sentait la discipline et le tambour. Mes petits, eux, n'entendaient rien à toutes ces belles choses. Ils n'allaient pas en rang, se tenaient par la main et jacassaient le long de la route. J'avais beau leur crier « Gardez vos distances !» Ils ne me comprenaient pas et marchaient tous de travers.
J'étais assez content de ma tête de colonne. J'y mettais les plus grands, les plus sérieux, ceux qui portaient la tunique. Mais à la queue, quel gâchis, quel désordre! Une marmaille folle, des cheveux ébouriffés, des mains sales, des culottes en lambeaux. Je n'osais pas les regarder. Désignit in piscem, me disait à ce sujet le souriant monsieur Viot, un homme d'esprit à ses heures. Et cela veut dire, c'est du latin, cela veut dire elle finit en queue de poisson. Le fait est que ma queue de colonne avait une triste mine. Comprenez-vous mon désespoir de me montrer dans les rues de Sarlande en pareil équipage, et le dimanche surtout. Les cloches carillonnaient, les rues étaient pleines de monde, on rencontrait des pensionnats de demoiselles qui allaient aux vêpres, des modistes en bonnet rose, des élégants en pantalon gris perle. Il fallait traverser tout cela avec un habit râpé et une division ridicule. Quelle honte! Parmi tous ces diablotins ébouriffés que je promenais 2 fois par semaine dans la ville, il y en avait un surtout, un demi-pensionnaire, qui me désespérait par sa laideur et sa mauvaise tenue. Imaginez un horrible petit avorton, si petit que c'en était ridicule, avec cela disgracieux, sale, mal peigné, mal vêtu, sentant le ruisseau et pour que rien ne lui manquât, affreusement bancal. Jamais pareil élève, s'il est permis toutefois de donner à ça le nom d'élève, ne figura dans les feuilles d'inscription de l'université. C'était à déshonorer un collège. Pour ma part, je l'avais pris en aversion. Et quand je le voyais, les jours de promenade, se dandiner à la queue de la colonne avec la grâce d'un jeune canard, il me venait des envies furieuses de le chasser à grands coups de botte pour l'honneur de ma division. Bamban, nous l'avions surnommé Bamban à cause de sa démarche plus qu'irrégulière. Bamban était loin d'appartenir à une famille aristocratique. Cela se voyait sans peine à ses manières, à sa façon de dire et surtout aux belles relations qu'il avait dans le pays. Tous les gamins de Sarlande étaient ses amis. Grâce à lui, quand nous sortions, nous avions toujours à nos trousses une nuée de polissons qui faisaient la roue sur nos derrières, appelés Bamban par son nom, le montraient du doigt, lui jetaient des pots de châtaigne et 1000 autres bonnes singeries. Mes petits s'en amusaient beaucoup, mais moi je ne riais pas. Et j'adressais chaque semaine au principal un rapport circonstancié sur l'élève Bamban et les nombreux désordres que sa présence entraînait. Malheureusement, mes rapports restaient sans réponse et j'étais toujours obligée de me montrer dans les rues en compagnie de monsieur Bamban, plus sale et plus bancal que jamais. Un dimanche, entre autres, un beau dimanche de fête et de grand soleil, il m'arriva pour la promenade dans un état de toilette tel que nous en fûmes tous épouvantés. Vous n'avez jamais rien rêvé de semblable. Des mains noires, des souliers sans cordon, de la boue jusque dans les cheveux, presque plus de culottes, un monstre. Le plus risible, c'est qu'évidemment, on l'avait fait très beau ce jour-là avant de me l'envoyer. Sa tête, mieux peignée qu'à l'ordinaire, était encore roide de pommade et le nœud de cravate avait je ne sais quoi qui sentait les doigts maternels. Mais il y a tant de ruisseaux avant d'arriver au collège. Bamban s'était roulé dans tous. Quand je le vis prendre son rang parmi les autres, paisible et souriant comme si de rien n'était, j'eus un mouvement d'horreur et d'indignation. Je lui criai « Va-t'en !» Bamban pensa que je plaisantais et continua de sourire. Il se croyait très beau ce jour-là. Je lui criai de nouveau « Va-t'en, va-t'en !» Il me regarda d'un air triste et soumis, son œil soupliait, mais je fus inexorable. Et la division s'ébranla, le laissant seul, immobile, au milieu de la rue. Je me croyais délivrée de lui pour toute la journée, lorsqu'au sortir de la ville, des rires et des chuchotements à mon arrière-garde me firent retourner la tête. À 4 ou 5 pas derrière nous, Bamban suivait la promenade gravement. Et c'est ainsi donc que je termine cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu, que vous y aurez pris beaucoup de plaisir. En tout cas, je vous invite à consulter les replays de l'émission si vous n'aviez pas pu les suivre les émissions précédentes pour connaître le début de ce roman sur le site de D8 ou à nous laisser des petits mots sur la page Facebook de l'émission ou Twitter. #BBN, bonne soirée à tous!